Le capitaine Plère ne dit plus rien, et Nabucet non plus. Secrètement, Nabucet espérait que cette magnifique recrue qui l'amènerait au cercle de l'épée ne ferait pas long feu ici. Au besoin, il dirait un petit mot au général. C'était charmant, les amis d'enfance, mais c'était bavard. Ça en savait trop long sur les origines. Et celui-ci avait eu la veille une manière de lui parler de son père le menuisier, de sa mère qui tenait un petit commerce d'épicerie. Il faudrait le surveiller. Nabucet lui avait bien répondu qu'il n'aimait pas à entendre parler de sa famille, qu'il avait pour cela ses raisons personnelles. Le maladroit n'en restait pas moins capable d'allusions qui révéleraient que Nabucet avait menti quand il avait prétendu que son père était un gros entrepreneur, comme il avait menti quand il avait parlé des réceptions de sa mère, laquelle n'avait jamais reçu que des rebuffades de sa part et de la part du père. De son côté, le capitaine Plère réfléchissait aussi. Le théâtre, le cinéma, tout cela était bel et bon. Les relations, les réceptions, la partie de bridge au cercle militaire, la séance d'escrime au cercle de l'épée, il ne disait pas non. Mais la petite maison écartée, la jolie fille. « Je suis prêt dans une seconde. Nous ferons quelques pas ensemble, n'est-ce pas? Où vas-tu? À la place ?» demanda Nabucet. « Je devais y passer aussi, prendre des nouvelles du général, mais j'ai su hier qu'il était guéri. Nous le verrons tantôt, dit-il en apparaissant. Et le capitaine écarquilla les yeux en sifflotant. Chut, Mazette, en tenue numéro 1. Nabucet était flamboyant. Une redingote noire moulait son buste d'une façon parfaite. La chemise était éblouissante, impeccable, le pli au pantalon d'une rigidité absolue, et dans les souliers vernis on aurait pu se mirer comme dans une glace. L'ensemble était d'une élégance discrète et savante. La cravate, à elle seule, valait tout le reste. « Nous décorons Madame Forel cet après-midi, mon cher, » dit Nabucet. « Tu sais qui c'est, je pense, bien que tu ne sois pas d'ici. »« La femme du député ?»« Précisément. On m'a chargé d'organiser cette petite fête, vois-tu. J'ai même accepté la corvée d'y prononcer quelques paroles, » continua-t-il d'un ton négligent. « Que veux-tu? Je ne voyais guère qui aurait pu le faire à ma place. »« Que ferait-il sans moi ?» disait le regard de Nabucet. Et c'était vrai. Sans lui, ils n'eussent jamais rien fait. C'était lui qui prenait toutes les initiatives. Qui avait fondé la société de conférence? Nabucet. Qui dirigeait la compagnie d'art dramatique? Nabucet. Si on avait pu entendre ici Madeleine Roche chanter la Marseillaise, dans les plis du drapeau tricolore, eh bien c'était encore un de ses tours. Il était dans tout, il dirigeait tout. On ne pouvait pas se passer de lui. Et tu dis que le général y sera? Non seulement le général, mais aussi monseigneur, le préfet, le maire, enfin, tout le monde. Je vois que tu es quelqu'un, dit Plère. Oh, je me donne un mal de chien. Mais c'est nécessaire si l'on veut aboutir à quelque chose. Dommage que tu ne puisses être des nôtres, mon cher Paul. Il n'en était pas question. Toute la journée du capitaine était prise. Une autre fois. J'aurais eu tant de plaisir à te faire connaître mes amis. Tu parais triste, mon cher. C'est vrai, avoua le capitaine. Mais il avait toujours eu ce penchant, même à la colonie, et depuis qu'il était veuf. Écoute, dit Nabucet en lui posant la main sur les épaules, pourquoi ne te remaries-tu pas? Le capitaine eut un haut-le-corps. Moi? Mais tu es veuf, tu n'es pas vieux, tu ne dois pas manquer d'argent, alors. J'y ai pensé quelquefois, dit le capitaine en baissant la tête. Alors pourquoi? Je ne sais pas. L'occasion ne s'est pas présentée. Que veux-tu? Nabucet secoua la tête et ôta ses mains en faisant claquer sa langue. Taratata! Tu n'es pas raisonnable. L'unique solution est celle-là pourtant, mon cher. Il prit son chapeau, jeta un dernier coup d'œil à son image dans la glace. Sortons. Ils descendirent l'escalier, côte à côte. C'était un vaste escalier où l'on pouvait aisément passer à deux. Le tapis étouffait les pas. Le mur était couvert de tableaux, de gravures, de photographies dédicacées. Il y avait, au palier, des statuettes sur des colonnes. Tout cela était cossu, confortable, donnait un sentiment agréable de sécurité, de bonheur bourgeois.
Nabucet se dandinait, effleurait à peine de la main la rampe. Il était fier de lui, fier de sa maison, fier du rôle qu'il jouerait tout à l'heure quand il s'agirait de décorer madame Forel, fier de sa démarche souple. « Tu es patamment logé. » »« Oui, répondit Nabucet. Elle n'est pas trop mal, ma petite boîte. » Au bas de l'escalier, sur une petite table, le courrier attendait. Journaux, brochures, des lettres. « Tu permets ?»« Comment donc ?» Nabucet fit sauter les bandes des journaux, il les parcourut, le front sévère, feuilleta les brochures. Puis il passa aux lettres. Un immense chien policier apparut et s'avança vers le capitaine, l'air pas commode. « Ici, Pluton !» Le chien s'approcha, l'oreille basse. Nabucet posa ses lettres sur la petite table, prit le chien par le collier et lui fit flairer les jambes du capitaine. « N'oublie pas que le capitaine est un ami. » Et il lâcha le chien. « J'espère qu'il s'en souviendra, » dit Plaire en riant jaune. « Désormais tu n'as plus rien à craindre, mon cher Paul. Non seulement Pluton ne t'attaquera jamais, mais il est devenu ton défenseur. N'est-ce pas, Pluton ?» Le chien se coucha aux pieds de son maître. « Bonne bête, » dit Nabucet en reprenant ses lettres. Mais il les parcourut distraitement et bientôt il les fourra dans sa poche. « Nous verrons cela tout à l'heure. Du sucre, Anna, s'il vous plaît. » La vieille bonne sortit de sa cuisine et apporta du sucre, saluant à peine le capitaine Plaire, un intrus. Puis elle disparut. « C'est pour te faire voir à quel point ces chiens-là sont intelligents, mon cher Paul, et capables d'être dressés. C'est une bête de choix. Que veux-tu ? Je vis ici dans une sorte de Thébaïde, et tu dois te demander pourquoi. Je suis loin du cœur de la ville. Mais c'est à cause de la lumière, mon ami. La lumière ici est admirable. Il y a des paysages de lumière comme il y a des paysages de verdure ou d'eau. Ici, quelquefois, c'est féerique. Mais tu comprendras que vivant dans un endroit aussi écarté, il soit prudent de confier à un gardien fidèle le soin de veiller sur mon sommeil et sur mes biens. Je possède quelques objets d'art, comme tu as pu t'en rendre compte, et on le sait. Oh, évidemment, ce n'est pas la collection de monsieur Pierre Pontmorgan, mais si modestes que soient mes collections, elles sont connues. Et je ne serais pas surpris de recevoir un jour la visite de certains spécialistes. » Tout en parlant, il cassait le sucre en petits morceaux dans le creux de sa main. « Avec une bête pareille, » dit le capitaine, « je ne vois pas ce que tu pourrais craindre. » Oh, je le lâche tous les soirs dans le jardin. L'imprudent qui se risquerait à entrer chez moi serait égorgé avant d'avoir fait 3 pas. « Pluton !» Le chien dressa les oreilles. « Tu vas voir, » dit Nabucet. « Fais le beau, Pluton !» Pluton fit le beau. Nabucet lui posa un petit morceau de sucre sur le museau. « C'est le capitaine Plaire qui te donne un morceau de sucre, » dit Nabucet. Un mouvement vif de la tête, le petit morceau de sucre vola en l'air et fut gobé dans un claquement sec des mâchoires comme une mouche. Et le chien redevint immobile. « Tu vois que Pluton est ton ami, mon cher Paul. » Second morceau de sucre. « Cette fois-ci, c'est le Kaiser qui te le donne. » Le chien ne broncha pas. « Tu ne veux pas accepter un petit morceau de sucre de la part du Kaiser ? Brave bête, va. Allons, ce n'est pas le Kaiser qui te le donne, c'est son fils, le clown prince. » Le chien ne broncha toujours pas. « Alors, c'est Monsieur Poincaré. » Hop ! Le morceau de sucre sauta et fut happé au vol, comme le précédent. « Qu'est-ce que tu dis de ça ?» interrogea Nabucet. « Épatant !»« En place, Pluton, en place, fais le beau, mon ami. » La séance continua. 3e morceau de sucre. Cette fois-ci, c'est le général Joffre. Hop ! 4e morceau de sucre. Monseigneur l'évêque. Hop ! 5e morceau. Cripure. Le chien ne broncha pas. « Vous n'aimez pas ce monsieur Cripure ?» fit Nabucet avec une grimace. « Pourquoi n'aimez-vous pas ce monsieur Cripure, vilain chien ? Allons, allons, monsieur Pluton, décidez-vous !» Rien. « Brave bête, monsieur Cripure n'est pas votre ami, cela se voit. Allons, ce n'est pas lui qui vous offre ce sucre, c'est Madame Forel. Hop ! Et ce sera tout pour ce matin, conclut Nabucet. «
Qui est ce monsieur Cripure ?» demanda le capitaine. C'est un surnom appliqué à un personnage qui voudrait se donner de l'importance. Un collègue, un soi-disant philosophe, au fond, un raté. Ce surnom vient de ce qu'il parle beaucoup de la critique de la raison pure, dont les élèves ont fait la cripure de la raison tique, d'où Cripure. Personnellement, je n'ai rien contre lui, le pauvre homme, mais Pluton ne peut pas le sentir, à cause, je pense, d'une éternelle peau de bique qu'il porte et qui lui donne l'air d'un grand singe. Ce Cripure, tout de même. S'il n'avait pas été là avec son soi-disant sanskrit et ses livres obscurs sur la pensée médique, eh bien, Nabucet eût été le premier intellectuel de la ville, sans conteste possible. Ce Cripure déchu semblait avoir entraîné dans sa chute quelques morceaux de gloire, disons, de notoriété, corrigeait Nabucet quand on parlait devant lui des ouvrages de Cripure. Et contre cela, il n'y avait rien à faire.